soko enyuma. Yame. Wewe mwenye kufundisha. Mama jonge goma mete mama dole gole ye anaselo mame apo ande chuga de gole mulonde shishe jolobe mama de ma papu apo ande na ye mama gidare kono lo mete naso lo tomola kama melode. Voilà. Bonsoir, bonsoir, très chers compatriotes. Bonsoir Christian Sauzé, bonsoir
Ferdinand Mokabila. Bonsoir à vous, bonsoir très chers compatriotes. Il est 21h36. Je suis Willy Locassa du côté des Zurich en Suisse. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juin. Nous poursuivons notre deuxième partie de l'ouvrage Le fantôme du roi Léopold II. La terreur sous-titre Nango Izali, la terreur coloniale dans l'État du Congo 1884-1908. Mais en réalité, en vérité, le vrai sous-titre, le véritable sous-titre Nango Izalaki, les génocides dévoilés. Parce que ils ont vu que ceux qui battaient les génocides dévoilés, ça ne pas vendre. Alors ils ont changé, ils ont préféré mettre en français, j'ai dit bien, hein, parce que le vrai titre en anglais, l'ouvrage a été traduit de l'anglais, du français, a été traduit. Donc le vrai titre est Ali, les génocides dévoilés. Mais l'éditeur en français a préféré mettre la terreur coloniale dans l'État indépendant dit Congo. Donc, nous entamons notre deuxième partie. Il y a des ouvrages historiques qui nous concernent, puisque nous sommes toujours dans un cadre et un voyage. Il y a roi Philippe et de son épouse voyage il y a 6 jours au Bassali, na RDC, ce qui a pris fin aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le roi Azongi na Belgique naïe. Mais il y a une information que nous ne pouvons pas laisser passer, c'est sur le plan militaire, c'est-à-dire nous apprenons que le M23, c'est-à-dire l'armée rwandaise, contrôle la ville de Bunagana. C'est-à-dire la ville de Bunagana est sous contrôle de l'armée rwandaise et nos militaires, c'est-à-dire puissance de feu, en face, les Alaki supérieurs et nos militaires se sont repliés pour ne pas dire qu'ils ont fui et ont traversé la frontière de l'Ouganda. Et le porte-parole de l'armée ougandaise a dit que ils ont été accueillis, désarmés, accueillis, et on leur a donné. Ils ont pris, ils se sont lavés, et ils ont pris un repas copié et ils s'y reposent. Voilà. C'est une nouvelle, je dirais, quelque chose qui nous a tous choqués, surpris. D'autant plus que cela intervient dans un moment où que le roi Philippe, la Belgique, était de ce côté-là. Parce qu'il était allé rendre visite à docteur Mukwege, et l'armée rwandaise n'a pas hésité à attaquer. Donc, vous comprenez très bien ici que le Rwanda du Paul Kagame n'a même pas peur du roi Philippe ici. On le sait très bien. On sait pourquoi Kagame n'a pas peur ici. Il y a roi Philippe, il y a Belgique, parce que Kagame sait très bien que la Belgique également, et tout le pays où il y a la communauté internationale où Pesa Kagame et Museveni le travail il y a qu'au déstabiliser la RDC et de piller la richesse nango profite également, et pour ne pas dire surtout en premier, le travail oyo Paul Kagame azali kosala. Donc n'allez pas croire na ba déclaration de Yogaki à ministre Decro
Alexander De Croo, Premier ministre belge, lorsqu'il avait dit qu'il faudrait que le Congo respecte son territoire et que chacun des responsables puisse puisse prendre ses responsabilités ici. Parlons des responsables politiques et militaires congolais. Donc, nous avons aujourd'hui la preuve ici que Paul Kagame ne respecte pas ni l'ancienne puissance coloniale qui est ici la Belgique, ici, notamment son roi. Parce que, alors que le roi s'est trouvé de ce côté-là de l'est du pays, Paul Kagame n'a pas hésité à attaquer notre pays. Et aujourd'hui, la ville ou bien Bourkadi à Bunagana est sous contrôle ici. Il y a force rwandaise. Alors encore une fois, malheureusement, je dis bien, à chaque fois que nous avons raison, c'est à chaque fois-là que notre pays a toujours qu'au perdre sur le plan non seulement militaire, mais également perdre sur les ennemis. Donc, nous avons encore une fois raison parce qu'on avait fustigé ici, mais Chilombo avait dit que Paul Kagame était un partenaire fiable et qu'il devait changer la stratégie. Il a même traité, considéré Paul Kagame comme étant un frère. Donc, ici, vous comprenez très bien que Paul Kagame n'a jamais respecté Félix Tshisekedi. Paul Kagame n'a jamais respecté Félix Tshisekedi parce qu'il sait comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir et il sait ce que Félix Tshisekedi a signé, est allé signer du côté du Kenya, Nairobi, avec Vital Kamerhe, et il sait bagage Ninia Pesaki Bango. Donc, c'est ici, à Félix Tshisekedi, de dire tout simplement la vérité au peuple congolais. Au lieu de tergiverser, au lieu de chercher, il y a qu'au faux fuyant, la vérité est que, aujourd'hui, encore une fois, patatras, c'est comme l'histoire entre l'armée Paul Kagame et l'armée rwandaise avec Laurent Désiré Kabila ici. Nous nous retrouvons encore dans la situation où il y a 1997-98, lorsque la guerre éclata entre Laurent Désiré Kabila et ancien soutien naïe. Donc, très chers compatriotes, encore une fois, comment dirais-je, Honoré Ngwanda a eu raison lorsqu'il a dit que Félix Tshisekedi a kofungola bino miso. Félix Tshisekedi a kofungola bino miso parce que nous avons constaté que beaucoup de choses que Joseph Kabila a hésité à faire, pas parce qu'il ne voulait pas faire, mais parce qu'il avait peur, d'autant plus qu'il a été déjà identifié comme étant rwandais, comme n'étant pas un Congolais, comme étant au service, il y a Rwanda, il avait peur, il y a Félix Tshisekedi il l'est fait aujourd'hui, et nous voici devant la réalité de fait. Donc, je ne serais pas surpris aujourd'hui de voir que l'occupation Yabunagana est perdurée, pour ne pas dire est durée longtemps, et qu'en contrepartie, Paul Kagame obtient encore que ma revendication naïe au Yazo posé et Salama. Donc, très triste encore une fois, voilà pourquoi nous avons dit, j'avais dit, il faut toujours être prudent, de soutenir vaille que vaille nos militaires ici, parce qu'en soutenant l'armée, vous soutenez également l'armée rwandaise ici, parce que notre armée est infiltrée. Le pauvre militaire qui se battent, parce que dans cette armée, il y a de braves militaires qui se battent pour défendre l'intérêt, l'intégrité du territoire de notre pays. Mais hélas,
hélas, au sein de cette armée, hein, il y a des infiltrés rwandais, civils et militaires, qui travaillent ici pour fragiliser cette armée-là. Voilà pourquoi j'ai dit que lorsque j'ai entendu Félix Tshisekedi parler Nengalobaki na conférence naie na Décro, il a dit que oublions le passé, hein, regardons de l'avant, avançons vers l'avenir. Et là, j'ai vu que c'est le danger et Koti. Donc, Félix Tshisekedi était en plein travail ici, Yakoluka, non seulement d'absoudre ici le royaume de la Belgique par rapport à Yapassé Naïe, mais également, mais surtout, hein, d'absoudre ici le Rwanda, hein, de Paul Kagame, et, qui nous a massacrés ici. C'est très grave. Aujourd'hui, encore une fois, l'armée rwandaise a fait son énième incursion, occupation, Nambo Canabiso, et je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu le président parler. Et avant d'éclore ces chapitres, je voudrais également remercier le docteur Mukwege qui, hier, a parlé sans ambages, sans atermoiement, sans hésiter, comme un chirurgien qui n'a pas hésité pour opérer son patient. Il a ici cité le Rwanda comme étant l'agresseur d'Ambo Canabiso. En tout cas, sur ce plan-là, j'ai dit que le docteur Mukwege a parlé vraiment comme un patriote devant le roi. Mais cette histoire est connue. Cette histoire est connue par tout le monde. La Belgique a toujours été du côté, pardon, il y a Rwanda. La Belgique n'a jamais été du côté, il y a Congo. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, tout ce qui s'est fait là, ils ont mascarade. Tout ce qui s'est fait là, ils allient tout simplement, je dirais ici, la Belgique n'a jamais été du côté, il y a Congo. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis. La Belgique a toujours œuvré ici pour la fragilisation de notre pays. Alors, très chers compatriotes, l'armée rwandaise occupe encore une fois le territoire Yabunagana, ou bien occupe le territoire Yabunagana. Et c'est là, on voit très bien que notre armée a été encore une fois humiliée ici. Nos soldats aujourd'hui sont entre les mains Yaba ennemi Nabiso, c'est-à-dire nos soldats sont du côté de l'Ouganda. Or, qui dit l'Ouganda, c'est le Rwanda ici. Vous rappelez-vous des déclarations du fils de Yoweri Museveni. Hein? Déclaration du fils de Yoweri Museveni. Bonsoir Odimba Odimba. Oui, Tshilombo est le seul et unique responsable de l'insécurité par ses alliances avec son frère Kagame. Oui, c'est triste. C'était ainsi que, très chers compatriotes, aujourd'hui, nous abordons notre deuxième partie. Il y a série, il y a ouvrage Oyo. On a déjà commencé, on a fait hier la première partie. Le fantôme du roi Léopold II, la terreur coloniale dans l'État du Congo 1884-1908. Je viens de vous dire ici le vrai titre en anglais, Ezali, le vrai sous-titre en anglais, Ezali, les génocides dévoilés. Donc, très chers compatriotes, partagez naturellement la vidéo. C'est un exercice ici, c'est un travail ici. Oyo, Tobandi Kosala, Ezali, il y a l'histoire. Parce que ce que Tshilombo a dit, c'est très très grave. Il y a Kosenga que, pardon, d'avancer, d'oublier le passé. Qu'est-ce que c'est que cela signifie? Est-ce que Tshilombo connaît au moins le passé Oyeyazosenga Tobosana? Parce que nous sommes, peut-être vous ne le savez pas, Léopold II
fut parmi les trois grands, je dirais ici, génocidaires, les trois grands génocidaires de l'histoire. Si nous citons les trois grands génocidaires de l'histoire, nous citons Léopold II, nous citons Adolf Hitler, nous citons également Napoléon Bonaparte. Ce sont les trois grands génocidaires au Babétarana, cour de grand. Ce sont ces trois-là qui ont réalisé un méga génocide ici. Hitler, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas surtout ici en Europe, en Occident, on ne met pas en avant génocide, il y a Léopold II et il y a Napoléon Bonaparte, parce que génocide il concerne qui? Le peuple noir. Mais puisque Hitler a fait le génocide sur les juifs, peuple blanc, voilà pourquoi est-ce que Hitler est devenu l'homme, c'est-à-dire le plus grand criminel de l'humanité pour de blancs. Mais Napoléon Bonaparte, qui a massacré des Noirs, des Congolais, qui a massacré des Noirs, et Léopold II qui a massacré également des Noirs, Bango, Bazali un peu considéré comme étant, par rapport à Adolf Hitler, comme étant Bazobetana, la deuxième ligue. Or, les trois, comme je vous ai dit, ce sont de trois plus grands génocidaires de l'histoire. En ce qui concerne Léopold II, parce que c'est lui qui nous concerne ici, lorsqu'il avait décidé de chercher à aller faire ce business, parce que c'était un roi affairiste, faire le business, et pour une histoire de caoutchouc, vous avez vu des livres, des photos, notamment cette photo de couverture où vous voyez que deux jeunes qui ont été on a coupé leur main parce qu'ils n'apportaient pas suffisamment caoutchouc. Donc, lorsque Félix Tshisekedi dit qu'il faut passer outre cela, il faut voir l'avenir, je me demande même si Napoléon Bonaparte, là où il est, il s'est retourné. Il ne s'est pas retourné parce que si Félix Tshisekedi vivait à l'époque où Napoléon Bonaparte était le maître incontesté, il y a Royaume du Congo, je pense qu'avec son embonpoint, lui, on aurait dit lui imposer le double. Il y a caoutchouc, et il serait retrouvé facilement pris otage et il ne serait pas épargné. Donc, dire que passons outre, c'est oublier tout ce qui s'est passé à l'époque, minimiser des souffrances qui sont énormes, très chers compatriotes. Notamment, en dehors, il y a recoupé Barbara et des photographier, des poser, prendre des photos avec ma victime au Bazali, sectionnées comme ça. Mais Napoléon Bonaparte également ont coupé également des sexes de parents et on le faisait manger à leurs enfants. Léopold II faisait couper le sexe des hommes de parents ici, et il faisait manger le sexe, et pas il y a les enfants. Il coupait également le sein de femmes, et Napoléon Bonaparte, entre autres, bonsoir Kimia Matondo Elonga, entre autres également, il décapitait le Congolais, et il les viscérait, c'est-à-dire il a enlevé la chair dans la tête, et il faisait des trous. À partir du moment où il a enlevé la chair, la tête qui restait creuse, et il faisait boire les gens avec cette tête-là. Donc, Félix Tshisekedi, je pense qu'il n'a pas lu l'histoire
Oyo, bah, mais fait Oyo, Napoléon Bonaparte à Salaki. Alors, lorsque je suis les débats, par exemple, à Bruxelles, j'entends des députés dire que non, ils n'ont rien à voir par rapport à ce que leurs aïeux ont fait, tout ça, et qu'ils n'ont rien à se reprocher. Je dis non, vous profitez surtout de la richesse Oyo, Napoléon Bonaparte a occasionné. Si la Belgique est riche aujourd'hui, c'est à cause il y a un génocide, il y a un meurtre. Donc, ils doivent avoir honte, hein, d'un roi. D'ailleurs, Philippe, qui s'appelle Philippe, hein, le roi Philippe, qui est un descendant direct de la famille de Léopold II, et qui était en Belgique, à Kinshasa, pardon, au Congo. Oyo ke ba Congo, Congolais, applaudir, c'est quand même un grand scandale ici. Et je n'étais pas encore étonné, passé mon étonnement, na tweet il y a Jean-Pierre Bemba lorsqu'il a demandé à ce que Congolais Kende massivement accueillir le roi Philippe. Je me suis dit, oui, en même temps, ça ne m'étonne pas parce que Jean-Pierre Bemba aussi également un criminel. Jean-Pierre Bemba, hein, la rébellion à Salaki, est accusé également, hein, plusieurs hommes des cannibalismes ici. Donc cela ne m'étonne pas, car Jean-Pierre Bemba, hein, a minimisé Léopold II à Salaki à l'époque. Voilà pourquoi le risque maintenant, ils allaient à réécriture et à histoire, et ça l'a mis. Et dans une commission parlementaire belge, on avait posé la question là-bas, la commission WANA, de savoir combien, hein, à combien revenait le nombre de personnes, hein, que Napoléon Bonaparte a massacré dans la République du Congo, dans l'État indépendant du Congo. Ce sont les Belges qui le disent, ce n'est pas des Congolais, c'est la commission belge qui a cité ici, hein, qui a parlé des 14 millions de victimes. Il y a Napoléon, il y a Léopold II dans l'État du Congo. 14 millions de victimes. Et ça ne s'est pas arrêté dans Léopold II, ça a continué également lorsque est venu, hein, au trône, comment dirais-je, le roi Baudouin. Hein, le roi Baudouin, lorsqu'il est venu, massacre, il continue à qui. Et donc le Congo, c'est l'Afrique qui saigne. Le Congo n'a jamais connu, hein, une période de paix, ne serait-ce que d'une année. Pendant 5 siècles, c'est ainsi que de 1884 à 1908, ça c'est pas juste. Depuis l'époque portugais, les Congo n'a pas connu de paix, de massacre déjà. Et si vous prenez seulement le nombre des 14 millions de personnes massacrées par Léopold II, et vous continuez avec l'arrivée, il y a Baudouin, le roi Baudouin, on a arrêté de compter, très chers compatriotes, seulement après l'indépendance, je vais dire ici. On avait arrêté le nombre, il y avait 120 millions d'êtres humains qui furent massacrés. Mais si vous prenez maintenant, depuis l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, n'est-ce pas? L'arrivée de Laurent Désiré Kabila, la mort de Laurent Désiré Kabila, l'arrivée de Joseph Kabila, et jusqu'aujourd'hui, parce que le décompte macabre fut arrêté. Vous prenez aujourd'hui encore, c'est-à-dire de morts, il y a l'Ituri, et aujourd'hui encore, au moment où je fais ces lives ici, hein, le Bunagana a été occupé par les forces rwandaises. Donc, le nombre macabre, il y a mort congolais, continue. Au fait, c'est un génocide tout simplement. C'est un génocide ici. Voilà pourquoi j'ai dit que même le roi belge, même le gouvernement belge, tout ce qu'il a fait là, ce sont des déclarations juste pour endormir les gens. La vérité est que
le travail qui est fait ici par le Rwanda et l'Ouganda, c'est un travail qui profite dans l'État belge ici. À la place, au lieu de faire ce travail, la Belgique et les États-Unis et d'autres pays ici, la France, l'Allemagne, c'est le Rwanda qui fait ce travail-là. Donc, vous devez faire très attention ici. Et la classe politique également, Oyezali Namboka, c'est une classe politique choisie pour accompagner ce travail macabre. Donc, si vous faites des comptes ici, vous allez voir que nous avons dépassé loin hein, le chiffre, par exemple, il y a 200 millions de morts. 250 millions de morts. C'est-à-dire, quand on arrache comme ça à une nation autant de personnes, croyez-moi, on a arraché tout ce qui est développement et Ambokawana. Voilà pourquoi nous avons dit ici, très chers compatriotes, que c'est très dangereux. L'inconscience de Chilombo, je ne dirais même pas l'inconscience ici, je sais qu'il le fait. Il le fait en âme et conscience. Il fait un travail où il a été choisi pour le faire. Et il est fait ici, malheureusement, soutenu ici par les Congolais. Bisoba Congolais, c'est-à-dire Bao Basukenagaye. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui que Bunagana est occupé? Parce qu'il a choisi, il a essayé une stratégie, à que tout changer stratégie, d'être gentil avec Paul Kagame. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'était que Paul Kagame a été mis là, pas pour les beaux yeux congolais, pas pour la beauté du Congo, c'est pour piller les richesses immenses des Mbokanabido. Et en passant, massacrer les Congolais pour réduire le nombre de la population ici. C'est très très grave, très chers compatriotes. Les événements, au Ilika, il y a de cela plusieurs décennies, et là, au Izuru les Galelo, cela se ressemble tout simplement, c'est la même politique, c'est la politique ici, il y a qu'au massacrer, qu'au réduire, faire l'espace et piller la richesse Yambok. Le Congo n'a jamais connu une paix durable. Certains diront peut-être qu'à l'époque, il y a Maréchal Mobutu, on avait connu la paix, mais n'oubliez pas, pendant que nous étions à Kinshasa ou ailleurs, mais il y avait des guerres, là où Laurent Désiré Kabila était. La guerre Izalaki. Donc nous n'avons jamais connu, ce pays-là n'a jamais connu la paix depuis plusieurs siècles ici, 5 siècles. Certains historiens, Bazolo Bamam Ezali, 5 siècles ici. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique qui saigne. Vous comprenez? Le cœur de l'Afrique qui saigne. Encore une fois, aujourd'hui, Bunagana est occupé, l'armée rwandaise occupe le territoire de Bunagana, et hélas, à la tête de l'État, nous avons un chef d'État aux abonnés absents. Certains disent que non, Joseph Kabila avait réussi à mettre fin à M23 et que lui seul est capable de faire ce travail-là. Je dis, méfiez-vous. Le Rwanda, les Tutsis là sont terriblement, je dirais ici, rusés. Qui sait peut-être, ici, c'est une façon où on veut ici, on fait maintenant circuler là-bas débat, dans les réseaux sociaux, cette hypothèse, pour préparer le retour de Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila, il est Rome, il a fait le travail pendant plusieurs années. Je viens vous parler ici des nombres de morts jusque-là qu'a connu notre pays. Jusque-là. Donc c'est qu'on peut mettre en charge. Il y a Joseph Kabila, c'est immense comme étant nombre de morts. C'est ce nombre de morts-là que Félix Tshisekedi a parlé de dégâts collatéraux. C'est des nombres de morts. Il y a période, il y a Léopold II, Félix Tshisekedi a dit, oublions cela, regardez l'avenir. Donc, deuxième partie, très chers compatriotes, il y a lecture, ouvrage, où ils ont concerné Bissot. Nous poursuivons toujours avec cet ouvrage, Le fantôme du roi Léopold II, écrit par Adam Hochschild, qui était
un Sud-Africain, Sud-Africain blanc, qui a grandi dans l'Afrique du Sud, il y a apartheid, et qui a bénéficié de la politique apartheid. Mais il a été frappé par conscience naïe et salagi, la culpabilité, lorsque il a découvert la vérité et il a commencé ici à réparer c'est que ce qui fut sa vie, c'est-à-dire privilège et de fait Kazalaki blanc. Il a commencé ici à écrire, notamment cet ouvrage qu'il a écrit. Hein. C'est quelqu'un qui a fait des études à Harvard, un journaliste. Il a écrit beaucoup de bouquins et qui a profité de la situation en Afrique du Sud dans l'apartheid. Ben, nous ne prenons pas l'intégralité. Il y avait écrit naïe comme argent comptant ici. Hein, un livre qui est écrit par, je dirais ici, on ne peut pas prendre des positions bourreau contre la victime, mais nous choisissons ici ce qui nous intéresse pour éclairer naturellement l'opinion, la lanterne ici, parce que le danger est immense ici, le danger est grave, il y a qu'à oublier l'histoire. Mais n'est jamais... Parce que l'histoire est tout simplement un perpétuel recommencement. Parce qu'aujourd'hui, face à la guerre en Ukraine, on voit qu'on parle de plus en plus de l'Afrique ici. C'est-à-dire, on va chercher maintenant, essayer de contourner maintenant l'Ukraine et la Russie ici, qui détient plusieurs richesses également. Il faut aller chercher là où ça se trouve. L'Afrique maintenant, encore une fois, le danger ici, il y a recolonisation, n'a jamais été, le danger n'a jamais été grand comme il est aujourd'hui. Donc, il faudrait que l'Africain va faire la mission. Mais le cas à Congo Ezali, situation à Congo Ezali, Kamoko, je dirais ici, d'école, dans le sens que ils sont tellement avancés et que les Congolais également, comme ils ont un peu une sorte, il y a fatalité, c'est-à-dire de se dire que non, rien ne va changer et nous acceptons la situation comme telle. Mais regardez tout simplement, depuis qu'ils ont renversé le maréchal Mobutu, combien de morts jusqu'à aujourd'hui, et ça n'arrête toujours pas. Aujourd'hui, à Bunagana, le sang coule encore, le sang des Congolais coule encore aujourd'hui, mais Tshilombo fête son anniversaire. Je vis des gens publier sur des réseaux sociaux l'anniversaire de Tshilombo, mais c'est honteux. On n'a jamais vraiment, on n'a jamais négligé un pays né Bazarosala pour le Congo. Jamais un pays a été négligé Ndenge Congo et Izali Lelo. Donc, très chers compatriotes, nous devons continuer ce travail. Nous le savons très bien. Ce travail, c'est un travail immense, immense. Parce que ce que certains pensent que ce sont nos amis ici, c'est eux qui nous poignardent dans le dos, notamment la Belgique. La Belgique, c'est que certains pensent que Bazali, avec Bissot, c'est eux qui sont contre nous. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai vu le roi de Belge, comment est-ce qu'il regardait des Congolais, avec une certaine condescendance également, un certain mépris également. Regardez comment est-ce qu'il regardait des gens. Regardez sa façon de regarder le noir. Vous voyez que c'est un homme raciste. C'est un raciste tout simplement. Vous ne pouvez pas avoir bac plus 15 pour voir que le roi belge Philippe, c'est un raciste. Regardez. Parce que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce qui vous fait comme ça. Et il était, pour lui, il était vraiment dans la jungle Congo. Quand tu regardais tous ces animaux, tous ces singes, ces chimpanzés autour de lui, regardez comment sa tête, il était rouge. Et lui et sa femme. Donc, s'il était là, c'est par la force des choses. Ce n'était pas parce que ils aiment les Congolais, non. Ils aiment les Congos, mais sans les Congolais.
Alors, chapitre 2, ou bien dire deuxième partie à ma lecture en abus très chers compatriotes, le renard traverse la rivière. Au printemps de 1872, le télégraphe transmirent l'information selon laquelle Stanley avait retrouvé Livingstone. Ces genres de nouvelles étaient accueillis avec un vif intérêt par un homme grand et auguste de 37 ans, à la barbe en éventail, qui résidait dans le château de Laeken, bâtisse pleine de coins et de recoins situés sur une petite colline des environs de Bruxelles. 7 ans plus tôt, à la mort de son père, Léopold avait hérité du titre attribué au monarque de son pays, roi de Belgique. La Belgique était elle-même à peine plus âgée que son jeune souverain. Après avoir subi les dominations espagnoles, autrichiennes, françaises et hollandaises, elle n'avait acquis son indépendance qu'en 1830, à la suite d'une révolte contre le Pays-Bas. Un roi étant, selon la règle nécessaire à tout pays, cette jeune nation en avait donc cherché un et avait fini par porter son choix sur un prince allemand apparenté à la famille royale britannique qui s'était installé sur le trône belge avec les titres de Léopold Ier. Un mélange mal assimilé des citoyens parlant le français et d'autres le flamand, comme était alors le néerlandais en usage dans la moitié nord de la Belgique, composait cette petite nation. À la cour de son père, le futur roi Léopold II parla français et allemand dès l'enfance et il sut vite s'exprimer couramment en anglais. Pourtant, bien qu'il en empruntait, qu'il en pimentait de temps à autre ses discours de quelques phrases, il ne se donna jamais le mal d'apprendre le néerlandais, parlé par plus de la moitié de ses sujets. Léopold n'était pas le seul à faire preuve de ses snobismes, car, à l'époque, la mère division linguistique de son pays indiquait la classe sociale autant que la région. Même dans le Nord, les hommes d'affaires et les membres des professions libérales avaient tendance à parler français et à toisser les pauvres travailleurs agricoles et les ouvriers qui s'exprimaient en néerlandais. Le mariage des parents du jeune Léopold avait été une union politique dénuée d'amour. Des 3 enfants qui en étaient issus, l'aîné était un garçon dégingandé, gauche en société, auquel on préférait manifestement la sœur et le frère cadet. À 14 ans, il reçut une lettre de sa mère. J'ai été très contrarié de voir le rapport du colonel que vous aviez une fois de plus fait preuve d'une grande paresse et que vos exercices avaient été si mauvais et si peu soignés. Vous m'aviez promis autre chose et j'espère que vous vous efforcerez de faire mieux la prochaine fois. Votre père a été aussi contrarié que moi par ces derniers bulletins. Le jeune héritier ne s'intéressait que fort peu à ses études, à l'exception notable de la géographie. Depuis l'âge de 10 ans, il suivait une formation militaire. À 15 ans, il était lieutenant dans l'armée belge, à 16 ans, capitaine, à 18 ans, commandant, à 19 ans, colonel. Et il devint général à 20 ans. Sur un portrait officiel de représentant à peu près à cet âge, il porte épée, ceinture de soie, cramoisi et médaille. Maigre comme un clou, le jeune Léopold a l'air coincé. Ses épaulettes dorées semblent trop larges pour ses épaules, sa tête trop volumineuse pour son torse. Quand Léopold voulait voir son père, il devait lui demander audience. Lorsque le père avait quelque chose à dire au fils, il les lui communiquait par l'intermédiaire d'un de ses secrétaires. Ce fut
dans ces cadres glaciales que dès l'adolescence, Léopold apprit à rassembler autour de lui un réseau de personnes désireuses d'obtenir ses bonnes grâces. Les fonctionnaires de la cour se révélèrent avides de sympathiser avec le futur monarque, de lui montrer des documents, de l'éclairer sur le fonctionnement du gouvernement, de satisfaire sa passion pour les cartes et les informations sur les contrées éloignées du monde. En dépit du peu d'affection qu'il y ait le père au fils, le vieux roi était un observateur perspicace. Léopold est timide et rusé, confia-t-il à l'un de ses ministres. Il ne prend jamais de risques. L'autre jour, j'observais un renard qui voulait traverser inaperçu une rivière. Il a commencé par plonger la patte dans l'eau pour mesurer sa profondeur. Puis il a traversé très lentement avec un luxe de précaution. C'est ainsi que procède Léopold. Ces derniers ne seraient pas toujours aussi prudents. Il irait parfois trop loin ou montrerait trop clairement quelle proie il traquait. Mais il y a effectivement du fin renard dans la manière dont ces monarques constitutionnels d'un petit pays de plus en plus démocratique devint le dirigeant totalitaire d'un vaste empire sur un autre continent. La dissimulation et la sournoiserie furent ces méthodes éprouvées, tout comme le renard utilise ces mêmes qualités pour survivre dans un monde de chasseurs et d'animaux plus gros que lui. En 1853, quand Léopold eut 18 ans, son père l'amenant en Autriche, et comme il cherchait avidement à se lier avec l'Empire austro-hongrois, il le maria à un bon parti, l'archiduchesse Marie-Henriette de la famille des Habsbourg. Aucune union n'aurait pu être plus désastreuse. À 16 ans, la jeune mariée était surtout réputée pour la passion qu'elle portait aux chevaux et pour son rire rauque totalement dénué de noblesse. Léopold, lui, avait une forte tendance à tomber de cheval et il ne manifestait aucun sens de l'humour. C'était un jeune homme dégingandé et hautain que sa cousine Germain, la reine Victoria d'Angleterre, trouvait très bizarre et portait à faire des réflexions désagréables aux gens. Connu à l'époque sous le titre de duc de Brabant, Léopold nourrissait à l'égard du commerce une obsession pédante qui déconcertait tout le monde. À Vienne, une dame observa que ses fiançailles déroutantes se concluaient entre un palefrérier et une moine, et par nonne, j'attends le duc de Brabant. Léopold et Marie-Henriette se détestèrent au premier regard et leurs sentiments n'évoluèrent apparemment jamais. Leur mariage fit une succession de catastrophes. Léopold attrapa la scarlatine, le train amenant l'entourage royal à la frontière belge où devint se tenir une cérémonie minutieusement organisée en vue d'accueillir Marie-Henriette. Arrivant en retard d'une demi-heure par la faute d'un très jeune employé du télégraphe qui avait quitté son poste pour aller écouter le concert dominé par un orchestre militaire à l'occasion de l'événement. À travers la Belgique, les rires chavelins de Marie-Henriette résonnant dans toutes les salles de réception de mairie. Pendant leur voyage de noces à Venise, elle fondit en larmes en public parce que son mari lui interdisait une promenade en gondole, alors que des musiciens et des gondoliers avaient été réservés. Léopold laissait passer des journées entières sans lui adresser la parole. « Si Dieu entend mes prières, écrivait-elle à une amie un mois après son mariage, je ne vivrai plus très longtemps.
À l'image de maintes jeunes couples de l'époque, le nouveau marié paraissait considérer le sexe comme un mystère effrayant. Cependant, ils furent de rares à bénéficier sur ces sujets des conseils fournis par la femme même qui donna son nom à leur temps. Lors d'une visite rendue à leur cousine Victoria en Angleterre, la reine formula délicatement ses doutes sur la consommation de leur mariage dans une lettre adressée au père du jeune époux. Elle prit en aparté Marie-Henriette pour lui expliquer ce qu'on attendait d'elle, tandis que son mari, le prince Albert, faisait de même avec le futur roi, âgé de 18 ans. Personne ne s'était apparemment donné ce mal jusque-là, car lorsque Marie-Henriette entendit un héritier quelques années plus tard, Léopold écrivit à Albert: tous les conseils avisés et pratiques que vous m'avez donnés ont maintenant porté leurs fruits. Leur union resta néanmoins misérable. Marie-Henriette passait la plus claire partie de ses journées à cheval pour fuir le château de Laeken. De son côté, Léopold se souleva rapidement de ses frustrations pour une scène plus vaste. Lorsqu'il songeait au trône qui allait devenir le sien, il ne cachait pas son exacerbation. Petit pays, petites gens, déclara-t-il une fois à propos de la Belgique. Son royaume d'une superficie moitié moins vaste que celle de la Virginie occidentale s'est situé entre la France de Napoléon III, beaucoup plus grandiose, et l'Empire allemand qui connaissait une ascension rapide. Le jeune héritier s'est montré irrité, impatient. Le pays dont il deviendrait le monarque paraissait trop petit pour ses ambitions. Il tourna son regard vers l'étranger. Avant même d'avoir 20 ans, Léopold, crayon et calepin à la main, visita les Balkans, Constantinople, la mer Égée et Égypte, se déplaçant en grande pompe à bord de bateaux britanniques et turcs et donnant à son retour en Belgique d'ennuyeux discours sur le rôle susceptible d'être tenu par la Belgique dans le commerce mondial. Du Khedive d'Égypte, il obtint la promesse de fonder en participation une compagnie de navires à vapeur reliant Alexandrie à Anvers. Il essaya d'acheter des lacs du delta du Nil afin de pouvoir les traîner et déclarer ensuite que les terres obtenues étaient une colonie. Il écrivit: on achèterait pour 30 000 francs un petit royaume en Abyssinie. Si au lieu de parler de neutralité, la Chambre s'occupait de notre commerce, la Belgique deviendrait le pays le plus riche du monde. N'est-ce pas? Vous voyez? Dans son foyer, la vie allait de mal en pis. En 1869, son fils âgé de 9 ans tomba dans une mare, attrapa une pneumonie et mourut. Aux obsèques pour la seule fois de sa vie, Léopold s'effondra en public. Il tomba à genoux à côté du cercueil et éclata en sanglots inconsolables. Cela ne l'empêcha pas d'avoir la présence d'esprit de demander au Parlement de passer une loi enfin que le funérail royal soit pris en charge par l'État. La perte de son fils unique fut particulièrement accablante car Léopold était convaincu que le trône et propriétés royales devaient revenir aux seuls hommes. 3 filles, Louise, Stéphanie et Clémentine, naquirent toutefois de son union avec Marie-Henriette, mais aucun autre fils. Lorsque sa dernière fille Clémentine vint au monde, le roi s'est mis en rage et prit en grippe son admirable épouse. Selon Louise, dès le début, écrit-elle, le roi ne s'occupa guère de moi ou de mes sœurs. Sans succès, Léopold tentant d'échapper à l'application d'une loi belge qui l'obligeait à léguer ses biens à ses enfants. Marie-Henriette trouvait un réconfort auprès de ses chevaux bien-aimés qu'elle entraînait elle-même. Un jour, la princesse Louise vit un cheval pénétrer dans le château de Laeken et, obéissant aux ordres de sa mère, grimper les escaliers jusqu'aux appartements de la reine et le redescendre. Marie-Henriette se lia d'amitié avec le ministre de la guerre.
Lors de manœuvres à la stupéfaction des attachés militaires, il invita parfois à amener les charges des cavaleries. Amener les charges des cavaleries. Au milieu des années 1870, il était logique qu'un aspirant colonialiste s'intéresse à l'Afrique subsaharienne. Le Britannique et le Bourse contrôlaient l'Afrique du Sud et un Portugal affaibli manifestait de prétentions sur la plus grande partie de l'ancien royaume du Congo, ainsi que sur le Mozambique, sur la côte orientale. Le long du grand renflement occidental de l'Afrique, le Portugal, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la France possédaient quelques îles et de petites poches de terroirs. En dehors d'elles, environ 80% de toutes les terres africaines restaient sous la domination des dirigeants autochtones. Elles étaient mûres pour être conquises ou, comme Léopold apprit à le formuler, pour être protégées. Léopold passa au peigne fin les Proceedings of the Royal Geographic Society, acte de la Société royale de géographie, afin de se documenter sur les continents et suivit attentivement les expéditions des explorateurs blancs. Il rédigea un énorme volume de notes d'une écriture presque illisible lorsqu'on a appris en 1875 que l'explorateur écossais Verney Loftus Cameron, sur le point de devenir le premier Européen à traverser l'Afrique d'est en ouest, manquait de fonds. Léopold donna rapidement l'ordre de lui faire don de 100 000 francs. Cet argent se révéla inutile, mais le geste du roi le posa en mécène de l'exploration de l'Afrique. À cette époque, Henry Morton Stanley s'est trouvé au milieu d'une autre expédition africaine. En 1874, accompagné de son imposante caravane habituelle de gardes et de porteurs, il s'était enfoncé de la côte est vers l'intérieur en direction de l'espace vierge le plus immense sur la carte, le cœur équatorial du continent où aucun Européen n'avait encore mis le pied. En chemin, il avait l'intention de cartographier plusieurs des grands lacs de l'Afrique orientale et de pousser ensuite en direction d'un grand fleuve situé plus à l'ouest qui pouvait être le début du Nil ou du Congo. Alors qu'il était encore près de la côte, des messagers rapportèrent le dépêche de Stanley, puis n'entendit plus parler de lui. Léopold constata que Livingstone, Stanley et les autres explorateurs avaient réussi à émouvoir les Européens avec leur description de négriers arabes convoyant des tristes caravanes de captifs enchaînés vers la côte est de l'Afrique. Roi d'un petit pays dont la population ne s'intéressait pas aux colonies, il savait que toute tentative de colonisation de sa part devrait comporter un fort vernis humanitaire. Parmi ses objectifs, il se devrait de souligner la diminution de la traite des esclaves, l'élévation morale et les progrès de la science et non le bénéfice. En 1876, il lança l'organisation d'une manifestation destinée à établir son image de philanthrope et à lui permettre de faire avancer ses ambitions africaines. Une conférence d'explorateurs et des géographes dont il serait l'hôte. Il envoya un homme de confiance à Berlin pour y recruter des participants allemands, tandis que lui-même traversait la Manche incognito pour s'installer dans une suite des Clariges. En 1876, la Conférence internationale de géographie de Léopold s'est réunie à Bruxelles. Dans ses instructions à ses subordonnés, aucun détail du protocole, si minime fut-il, n'a échappé à son intention. Il faut bien écrire le nom tel que je les ai écrits. GCB veut dire Great Cross of the Bath, Grand Croix du Bain. La nouvelle organisation reçut un accueil favorable dans l'Europe entière. Des citoyens éminents, des Rothschild au vicomte Ferdinand de Lesseps, le constructeur du canal des Suèdes,
s'est hâtèrent de lui envoyer leurs contributions. À la tête des comités nationaux allaient figurer des grands-ducs, de princes et d'autres membres de familles royales. C'est ce qui faisait grande impression, mais la plupart ne décollèrent jamais. Les comités internationaux se réunissent effectivement une fois l'année suivante, réélu Léopold président en dépit de son engagement de ne pas le redevenir et s'évapora. Si nous revenons en arrière et que nous observions Léopold à ce moment, nous pouvons les comparer sur le plan politique à un producteur de théâtre ambitieux. Il possède un talent d'organisateur et dispose de la bonne volonté du public, comme l'a prouvé le succès de sa conférence géographique. Il détient un capital d'un genre particulier, le grand pouvoir exercé par le trône, même en matière de relations publiques. Il a un scénario, le rêve d'une colonie qui trotte dans sa tête depuis son adolescence. Mais il n'a encore ni scène ni distribution. Un jour de septembre 1877, cependant, alors que le roi producteur prépare sa manœuvre suivante, les Daily Telegraph de Londres publient une nouvelle remarquable. En provenance d'une petite ville de la côte occidentale d'Afrique, l'ouverture même que Léopold attendait. La scène et la vedette ont fait leur apparition et les rideaux s'est levé. Donc, très chers compatriotes, nous avons déjà fait 1 heure. On doit s'arrêter là pour aujourd'hui. Et nous continuons prochainement. C'est un travail immense. Nous devons le faire pour connaître exactement ce qui fut la colonisation dans l'État indépendant du Congo. Que Chilombo veut qu'on oublie, qu'on passe l'éponge, qu'on voit seulement c'est-à-dire voir seulement l'avenir. La colonisation dans l'État indépendant du Congo, comme je vous l'ai dit, fut terrible pour nos aïeux. On les a non seulement violés, on les a génocidés, on les a massacrés, on les a humiliés, on les a exposés. Donc, c'était quelque chose de très terrible. C'est ainsi que lorsque l'Europe, à travers quelques explorateurs, découvrirent ce qui s'est passé dans l'État indépendant du Congo, l'Europe de l'époque fut choquée et la Belgique également. C'est ainsi que la Belgique a été obligée de demander au roi Léopold II de vendre l'État indépendant du Congo qui lui appartenait, qui était son bien personnel ici, à la Belgique. Donc, à partir de 1908, l'État indépendant du Congo était maintenant, comment dirais-je ici, géré par l'État belge. Nous devons connaître cette histoire, c'est très très important, très chers compatriotes. Par ne pas connaître l'histoire, c'est conditionner de la vivre sans les savoir. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple, je dirais ici, qui est facilement manipulable. Voilà, très chers compatriotes, il est déjà 22h34, demain c'est le boulot. Donc, je suis obligé aujourd'hui de m'arrêter là. Pour aujourd'hui. Peut-être pas demain, mais après-demain, nous allons continuer encore jusqu'à finir ces livres. Et après de lecture, vous allez découvrir quelle était la colonisation sous l'État indépendant du Congo, sous Léopold II. Il fut un grand criminel, ne jamais oublier ça. Les 3 plus grands criminels de l'histoire, c'est Léopold II, Napoléon Bonaparte et Adolf Hitler. Si vous prolongez un peu encore, il y a également Cécile Rhodes. Ce sont des grands criminels de l'histoire. Et aujourd'hui, Chilombo veut que nous passions l'éponge parce que lui, il tient absolument, mordicus, à garder le pouvoir. Voilà. Pensez aujourd'hui, très chers compatriotes, à nos frères et sœurs qui sont entre les mains de l'armée rwandaise à Bunagana,
pensez à eux, priez pour eux, ne jamais oublier, parce qu'en ce moment ici, pendant que nous parlons là, des femmes sont violées à Bunagana. Les hommes sont tués, massacrés, exécutés par l'armée rwandaise. Ne jamais oublier cela. Hein? L'armée rwandaise est en train maintenant de procéder à l'exécution des citoyens congolais à Bunagana, au viol de femmes congolaises à Bunagana. Donc, c'est très très grave. Et Chilombo est toujours aux abonnés absents. Donc, c'est une malédiction ce qui nous est arrivé il y a de cela, je dirais, 25 ans aujourd'hui. Je ne veux pas seulement réduire cela à la période de Tshisekedi, Chilombo, mais moi je vois depuis l'arrivée, il y a Tutsi Oyo, Laurent Désiré Kabila et Laïbiso Baron. Nous n'avons jamais connu le répit. 5 siècles. 5 siècles. Il y a un massacre. Donc c'est une suite sans fin au fait. C'est une suite sans fin au fait. Une suite sans fin. Il y a un massacre. Donc très chers compatriotes, je dois vous laisser parce que demain c'est le boulot et j'espère que vous allez bien et profitez également de ma famille Nabino pour passer une excellente soirée. Passez une excellente soirée et à bientôt. Merci bien. Oui, Kimia. Le nom du livre, c'est Le fantôme du roi Léopold. Le fantôme du roi Léopold. Sous-titre Nango Ezali, La terreur coloniale dans l'état du Congo, 1884-1908. Le fantôme du roi Léopold. Vous trouverez facilement cet ouvrage la plateforme Nyoso, notamment Amazon, hein, ou sinon la FNAC, si vous êtes en France, la FNAC, vous pouvez commander cela. Oui, bonsoir Émérance Bouziga, c'est pas grave. Demain c'est le boulot, je travaille demain, donc on ne peut pas rester long. Malgré que je suis entré bien en retard, j'ai compris un tout petit peu et je ferai de mon mieux pour vous suivre la prochaine fois. On n'effacera jamais ce pays. Oui, c'est très gentil. Ah, vous êtes en Belgique? Oui, vous pouvez commander cela dans Amazon. Hein, achetez cela dans Amazon. Et vous serez rapidement servi, je crois, livré. Dans 3-4 jours, vous obtenez les bouquins. Voilà. Merci à vous, très chers compatriotes. Partagez naturellement la vidéo. Partagez la vidéo. Ce n'est que comme ça que l'histoire Yambo Canabiso et Gozala comprise par la majorité Nabiso Nyoso. Parce que c'était une histoire violente, une histoire que je ne peux même pas souhaiter à mon pire ennemi. Voilà. Bonne soirée à vous et à bientôt. Merci, mes chers compatriotes.